Bonjour à tous, nous poursuivons sur les dialogues de philosophie des sciences autour du cours de Nicolas Boulot, cours qu'il a donné à l'Université Paris-Est, à Sciences Po et également publié aux éditions Spartacus IDH. Nicolas Boulot, bonjour. Bonjour. Nous réfléchissons aujourd'hui sur la nature risquée de la connaissance. D'abord, convient-il sans doute de préciser de quelle connaissance il s'agit? Nous parlons de connaissances scientifiques. Je n'en donne pas de définition. C'est pour nous un thème d'investigation qui se précisera progressivement. Mais évidemment, nous percevons d'emblée qu'elle a des spécificités. Ce n'est pas comme connaître quelqu'un. Par exemple, vous pouvez connaître très bien votre frère avec lequel vous avez vécu et dont vous ressentez les émotions, au point même que il est habituellement sans surprise. Mais vous seriez bien en peine d'exprimer ce savoir autrement qu'en disant que vous le connaissez bien. Aristote disait « Il n'y a de science que du général ». Je crois que c'est dans l'éthique à Nicomaque. C'est en effet ce que disait Aristote. Mais cela mérite d'être approfondi. Vous savez, la société grecque était très spéculative. Cela nous émerveille. Très masculine aussi. Vous savez que les femmes n'avaient vraiment un rôle majeur que parmi les dieux, dans la mythologie. Cette idée de science comme universalité aura un sillage immense, à partir du positivisme jusqu'à maintenant encore. C'est la conception nomologique du savoir scientifique. Il serait constitué de lois découvertes sur des cas particuliers, puis supposées universelles jusqu'à ce qu'on trouve un contre-exemple. Nous verrons à la fin de ce cours que ce n'est pas la seule façon de construire de la connaissance. Vous souhaitez donc qu'on reprenne les choses plus en amont. Quels traits peut-on alors mettre en avant pour qualifier la connaissance, disons à référence collective? Pour être facilement partagée, la connaissance privilégie le simple. Elle a tendance à ne pas insister sur les circonstances et à s'attacher à la simplicité de la représentation. C'est ce qui fait qu'on accorde au hasard un rôle parfois excessif, parce qu'il est une description commode de l'inconnu. C'est le défaut inverse de la vision des Grecs qui n'accordaient pas de place au hasard. Il y avait partout de l'intention. Maintenant que l'on sait bien manipuler formellement le hasard, on le met quand on n'a pas dégagé de cause, comme premier schéma de pensée dans les situations complexes. Comme Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité, quand il parle de la roulette de la nature à propos des mutations? Absolument. Vous savez que lorsque Monod a écrit ces phrases célèbres, le hasard est la seule source de toute nouveauté, de toute création dans la biosphère. Le hasard pur, le seul hasard, liberté absolue mais aveugle, à la racine même du prodigieux édifice de l'évolution. Il n'a pas choqué uniquement des esprits religieux. Nombre de scientifiques ont été gênés par cette formulation. Il y a Prigogine à souligner que le hasard et la nécessité coopèrent. Albert Jacquard a fait remarquer que cela fait jouer au hasard le rôle d'un petit dieu grec qui serait une cause primaire. Le biologiste Schoffenhils explique que la mutation se fait dans un cadre biochimique dont les lois restent à découvrir.
Le statisticien Georges Matron considère pour sa part que les acides aminés ne sont pas distribués comme s'ils avaient été tirés au hasard. Et qu'on ne peut pas séparer l'aléa objectif et notre ignorance. Quant à René Thom, il a vigoureusement reproché qu'on utilisait trop le langage du hasard. Il y a tout de même du hasard intrinsèque dans les phénomènes quantiques. Oui. À cet égard, nous voyons que la position d'Einstein, qui a sans doute en effet prononcé cette phrase fameuse « Gott würfelt nicht » « Dieu ne joue pas avec les dés », est parfaitement naturelle. Elle est dans la ligne des remarques de Matron et de Schoffenhils vis-à-vis du hasard de Monod. Ce qui est surprenant ici, dans ce cas, c'est que l'aléa fait partie intégrante de la loi physique. Le physicien Werner Heisenberg prend l'exemple des cristaux de neige. C'est un très bon exemple de phénomène avec une structure régulière, la symétrie hexagonale, mais avec des variations qui font qu'il n'y a pas deux cristaux de neige identiques. Il se demande si ces variations sont aléatoires, puisque, écrit-il, la forme particulière de la petite étoile de neige n'est déterminée à l'avance par aucune loi de la nature. Nous devons donc sans doute croire ici au jeu du hasard, même si nous ne sommes pas forcés à cette conclusion sur le plan des principes, car on ne peut sans doute pas affirmer que l'état quantique théorique de la goutte d'eau soit connu réellement avant et pendant la formation du cristal. Et alors Heisenberg en vient à se poser la question similaire à celle de Cournot, qui est de savoir si on peut trouver du sens qui rende compte de l'irrégularité de ces petites étoiles de neige. La question de savoir si le hasard auquel le cristal est redevable de sa forme est dénué de sens n'est pas encore une question décidée, écrit-il. J'ajouterai volontiers une remarque qui semble plaider en faveur d'un savoir caché que nous ignorons. On sait que le cristal de neige se propage en étoile à partir du germe respectant la symétrie hexagonale. Comment une branche sait-elle ce que font les autres branches, si ce n'est qu'elle porte en elle le même langage, la même syntaxe que les autres? Vous rangez les lois physiques que l'on a découvertes ou que l'on tente de découvrir du côté du sens? Tout à fait. Par opposition à un monde qui ne serait que surprises successives dans l'espace ou dans le temps. Le monde est un petit peu compréhensible, et cela est en soi assez extraordinaire. Vous savez que Marcelin Berthelot, positiviste décomplexé, à la fois chimiste et homme politique, a écrit cette affirmation extraordinaire. C'est un des principes de la science positive, qu'aucune réalité ne peut être établie par le raisonnement, le monde ne saurait être deviné. Bien sûr que si, le monde peut être deviné. Et c'est même un des modes fondamentaux de construction de la connaissance. Neptune a été deviné par le Verrier. Les laryngales ont été devinées par Saussure avant d'être reconnues en hittite. Le positron a été deviné par Dirac avant d'être observé par Andersen.
l'interférence d'électrons et leur diffraction furent devinées par de Broglie, avant d'être observées quelques années plus tard. En fait, cette question du sens, c'est-à-dire de cette curieuse faculté que nous avons de comprendre, de deviner parfois juste, elle gênait beaucoup les positivistes, parce que ce talent interprétatif ressemble à une croyance religieuse. Cela semble de la même étoffe. Et ça, ils n'en voulaient à aucun prix. Le XIXe siècle est celui du partage de territoire strict entre science et religion. On dit que même sans les calculs à partir des déviations d'Uranus, de toute façon Neptune aurait été découverte grâce aux photographies du ciel qui auraient révélé cette étoile mobile, puisqu'on sait que certains astronomes l'avaient vue avant le Verrier sans bien savoir ce que c'était. Quand bien même, le fait qu'on l'a deviné et trouvé à l'endroit que disaient les calculs est authentique. C'est cela qui nous importe. L'astronomie est pleine de cette sorte de trouvailles dans le registre de la compréhension. Par exemple, on suit remarquablement le processus de la découverte dans l'œuvre de Kepler, qu'il l'a écrite comme un journal. Il commence par supposer que les orbites des planètes dans le plan de l'écliptique sont comme des cercles inscrits et exinscrits à des polygones réguliers. Et puis, il perfectionne en remplaçant les cercles par des sphères et les polygones par des polyèdres. Et même, après avoir déjà énoncé les 2 premières lois qui portent son nom, il se lance dans une interprétation musicale du système solaire, comme si l'harmonie avait quelque chose d'universel dans le ciel et dans la musique. Et puis l'abbé Mersenne va encore plus loin dans cette voie. Et devant quelques différences des lois musicales et des lois célestes, il demande aux musiciens de modifier leurs usages pour s'accorder avec les planètes. Certes, mais tout cela était très approximatif. Nous savons aujourd'hui mesurer en accompagnant les mesures de leur précision. Autant que faire se peut. Voyez-vous, il y a parfois quelque chose qui intrigue, quelque chose qui interpelle irrésistiblement. Qu'y a-t-il de commun entre la théorie musicale et la loi de Bode, qui donne les distances des planètes au Soleil par une petite formule très simple? Et qu'y a-t-il de commun entre la loi de Bode et la découverte par Laplace d'une loi entre les périodes des 3 premiers satellites de Jupiter que Galilée avait vus dans sa lunette et dont il parlait comme d'une horloge dans le ciel? Et avec la loi de Rydberg-Ritz qui donne les fréquences d'émission et d'absorption des atomes. Toutes ces situations ont quelque chose qui nous dit avec force: cela ne peut pas être le fruit du hasard. C'est d'ailleurs ce qu'écrit Laplace pour appuyer sa découverte dans une note à l'Académie des sciences sur ces lois des satellites de Jupiter. Il y a l'infini à parier contre un, que cela n'est point dû au hasard. Ce quelque chose, ce sont les nombres entiers. Bien avant que les concepts de la mécanique nouvelle soient envisagés, on s'est rendu compte que les fréquences d'émission et d'absorption des atomes étaient proportionnelles à des différences d'inverse de carré de nombres entiers.
C'est vrai pour la série de Balmer relative à l'hydrogène et pour les autres. Quelle motivation puissante! Vous vous rendez compte? C'est irrépressible. Il faut absolument comprendre cette arithmétique microscopique. Cela ne peut pas être n'importe quoi, n'en déplaise à Marcellin Berthelot. Et ça n'a pas été si facile de comprendre. Il fallut se tourner vers les mathématiques, regarder les opérateurs dont le spectre est discret, qui pouvaient éventuellement servir de langage, ce qu'on cherchait, etc., etc. C'est passionnant, en effet. Croyez-vous qu'il y a beaucoup de situations avec des nombres entiers à découvrir encore? Je ne sais pas. Mais en revanche, je suis sûr qu'on a de plus en plus besoin de ce talent interprétatif dont nous parlons. La prochaine fois, nous prendrons la connaissance plus historiquement en regardant comment Kant, puis les principaux philosophes du XIXe siècle ont abordé la science. C'est un vaste programme que nous ne ferons qu'ébaucher comme une invitation à la lecture. Nicolas Boulot, merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce cours est édité aux éditions Spartacus IDH.